Bonsoir à tous, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour les GGMO, j'espère que vous allez bien. Une heure de débat entre Paris, Tel Aviv et Jérusalem ce soir pour débriefer l'actu de ce lundi 1er février. Et voici nos thèmes. Les images ont fait le tour du monde, 2 enterrements de rabbins orthodoxes en une seule journée, 8000 personnes dehors malgré le confinement en Israël. Est-ce le rassemblement de trop alors que la société israélienne est plus que jamais divisée? Et que fait la police? Ce sera notre débat ce soir au pays de Bibi. En France, la loi sur le séparatisme entre à l'Assemblée, mais sans parler explicitement d'islamisme et avec plus de 2000 amendements, le texte n'est-il pas vidé de son sens? Nos GGMO nous répondront. Que se passe-t-il à Beurre FM? 2 animateurs sanctionnés après avoir rencontré l'ambassadeur d'Israël en France. Comment explique-t-on l'incident du côté de la station? Adil Farkan, conseiller auprès de la direction de Beurre FM, nous donnera ce soir sa version des faits. Enfin, un petit pays pour un grand symbole. Le Kosovo noue des liens avec Israël. C'est le premier pays musulman à déplacer son ambassade à Jérusalem. A-t-il ouvert une brèche? Réponse en fin d'émission. Et bonsoir à nos grandes gueules de ce lundi soir. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Colonel de réserve de Tsahal, également expert en communication. Bonsoir Ali Waked. Bonsoir Benjamin. Directeur de la chaîne i24 News en arabe. Et dans quelques minutes, nous serons rejoints évidemment, comme tous les soirs, par d'autres grandes gueules à Paris. Mais d'abord, entrons tous ensemble et de plein pied au pays de Bibi. Et nous ouvrons cette émission avec des images d'une marée humaine, ou plutôt 2 marées humaines, puisqu'à 2 reprises hier, des funérailles ont provoqué des rassemblements monstres à Jérusalem, peut-être les rassemblements de trop, Noémie Aliwa. Oui, c'est possible. Vous avez sans doute vu donc ces images de Jérusalem noire de monde. C'était notamment hier matin, des milliers d'élèves d'école talmudique se sont réunis pour dire un dernier adieu au rabbin Meloucham Soloveitchik. C'était un maître très respecté et admiré dans la communauté ultra-orthodoxe qui s'est éteint dans la nuit à l'âge de 99 ans après s'être battu pendant plusieurs mois contre le coronavirus. Et c'est un hommage, comme on le voit, sans respect des consignes sanitaires, sans distanciation physique et parfois sans masque. Ce que l'on remarque aussi, c'est que la police brille par son absence. Ce sont donc des images qui indignent à l'heure où Israël est officiellement confiné depuis plusieurs semaines et qui ont suscité de nombreuses réactions. Citons l'une d'entre elles, celle de Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, qui résume un petit peu une partie de l'opinion israélienne. Il écrit sur Twitter: alors que des millions de familles et d'enfants sont enfermés chez eux et respectent le règlement, des milliers d'ultra-orthodoxes s'entassent lors d'un enterrement, la plupart d'entre eux sans masque. Soit on ferme pour tout le monde, soit on ouvre pour tout le monde. Alors, je vous rappelle que dans les grandes gueules Moyen-Orient, nous donnons la parole à tous. Et dans quelques minutes, nous donnerons la parole d'ailleurs à un orthodoxe pour nous expliquer un petit peu, depuis Jérusalem, comment comprendre de leur point de vue ces événements qui ont eu lieu à Jérusalem. Olivier Rafovitch, 2 rassemblements massifs. Le jour même d'ailleurs où la Knesset vote l'augmentation des amendes contre les contrevenants. C'est pas un pied de nez immense à la fois face au pouvoir politique israélien, mais également face à la police? Non, c'est pas un pied de nez, c'est pas non plus une action volontaire, juste exprès hier. On a affaire en fait en Israël, dans différentes communautés, à des séparatismes. À des séparatismes, à un manque de cohésion totale. On le voit du côté des Arabes israéliens. On le voit du côté de la communauté orthodoxe. Les images pareilles, on ne les a pas vues dans la communauté arabe. De la communauté arabe israélienne, on le voit également donc, du côté de la communauté orthodoxe qui écoute ces rabbins. D'ailleurs, il y a des milliers de rabbins, il faut savoir, des milliers de rabbins qui sont écoutés par leurs élèves et leur milieu, et ils préfèrent... Non mais ça on le voit depuis des mois. Oui, mais ce qui étonne maintenant, c'est qu'au même moment, on dit la police récupère avec la loi des sanctions supplémentaires possibles, elle n'est pas là. La police n'est pas hier intervenue, je vais vérifier pourquoi, entre autres. Il y avait hier un risque très grave d'émeute et de violence. Et quelque part, la police hier, encore une fois, moi je considère les rassemblements de cette sorte en plein Covid, que ce soit des manifestations à Balfour, en Israël, de milliers de gens manifestent, ou des Arabes israéliens qui font des mariages gigantesques, ou des funérailles qui sont totalement irresponsables d'orthodoxes, ça peut être de n'importe quelle autre communauté, comme des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt général d'Israël. Et juste un mot juste pour conclure. Le problème qu'on a actuellement en Israël, c'est un problème de manque de cohésion nationale. Et je parle de séparatisme parce que
Malheureusement, en Israël, il faut attendre une guerre pour que tout le monde soit ensemble. S'il n'y a pas eu une guerre, eh bien... C'est un pays divisé avec des communautés. Ali Waked, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose quand à quelques mètres d'ici, à Jaffa, des grands rassemblements et des grands défilés ont également eu lieu? Il n'y a pas de grands défilés, il n'y a pas de grands rassemblements. Le maximum, c'est quelques dizaines dans des prières ou dans des mariages. Des milliers, comme on a vu, ça ne se voit pas dans la communauté arabe. Et presque en même temps de ces images des funérailles orthodoxes à Jérusalem, il y avait quelques dizaines des manifestants arabes qui ont démontré contre l'incapacité de la police d'arrêter le crime. Et il y avait des dizaines des amendes qui ont été infligées aux gens qui ont participé à ces protestations sous prétexte qu'ils n'ont pas respecté le confinement. Ça c'est un. Même dans Jérusalem, dans une ruette, tout à côté de cette funéraille, la police a infligé des amendes à des chauffeurs de voitures sous prétexte qu'ils n'ont pas respecté le confinement. Donc ça dit quoi pour vous? Tout est politique en Israël. Le confinement est politique. Les comment ça s'appelle Pfizer, les vaccins, c'est politique. Et 16 ou 17 sièges que possèdent les partis ultra-orthodoxes dans les Knesset. En gros, vous dites c'est intentionnel si on ne va pas leur mettre des amendes. Monsieur Netanyahou sait que sans ces 16-17 sièges, il n'a pas une coalition vers la fin mars de cette année. Et donc, il est incapable de contrôler cette communauté. Il est incapable même de mettre en place la loi de l'État israélien sur cette communauté. Un mot très rapide, Olivier, on part en Et d'ailleurs, ça a commencé par l'ouverture des collèges talmudiques. Bon, tu sais, on ne va pas maintenant vérifier parce que je peux aussi te donner des milliers d'Arabes qui ont manifesté et qui ont fait des mariages dans un selon la police, 18 sur les 20 villes avec le plus grand nombre d'amendes, c'est des villes et des villages arabes. Je vais parler un instant de ce... Il y a un problème en Israël, encore une fois, avec une communauté qui est très importante, plus de 15% de la population israélienne, qui va en grandissant. Il faut trouver aujourd'hui une solution, comment cette communauté doit s'intégrer, parce qu'on ne peut pas faire abstraction des orthodoxes. Et obéir aux lois collectives. Elle ne veut pas s'intégrer, elle veut s'imposer, Olivier. Et là, aujourd'hui, ça rassemble aux islamistes d'un côté, on en parlera peut-être plus tard. Absolument. Vous faites un parallèle entre les islamistes et les ultra-orthodoxes. Je dis qu'il y a... C'est pas un petit peu fort quand même. Il n'y a pas certains qui veulent s'imposer. La façon il me semble que les ultra-orthodoxes n'ont tué personne au nom de Dieu, il me semble. Je dis... Non, attendez, on ne parle pas du tout de... Vous avez fait un parallèle, non, je vous réponds. Je dis que le parallèle d'une communauté qui veut s'imposer au nom d'une vision et d'une perception de la société qui est tout à fait différente du reste. Les islamistes font sécession en Europe et en France, les orthodoxes en Israël vont faire sécession actuellement de l'État d'Israël. Ils ne connaissent pas les lois israéliennes. Attendez, ils ne servent pas dans le salle. Non, c'est important d'en parler ce soir parce qu'au-delà de ces images... On va en reparler après, Olivier. Pardon, j'aime entendre aussi Paris. On va vous entendre, Olivier. Pour que les élèves des yeshivot, enfin, intègrent Tzahal ou un service civil pour l'intérêt général. On va entendre Paris. J'aimerais saluer Anou Salmani et André Berkoff qui nous ont rejoints comme tous les lundis soirs. Bonsoir à tous les deux. Vous avez vu que le débat a commencé de manière extrêmement vive ici à Tel Aviv. J'aimerais vous entendre également. André Berkoff, vous par exemple, votre réaction quand vous voyez ces images de foule réunies alors qu'on est en pleine pandémie. Quel est votre regard depuis Paris ? Écoutez, c'est très intéressant parce que ça permet de voir l'abîme qui sépare les systèmes électoraux en Israël comme en France. En France, avec le système majoritaire à 2 tours, on a une assemblée absolument aux ordres. Hein, c'est formidable, on a une assemblée, allez, un parlement, une caisse d'enregistrement. Voilà, un parlement d'enregistrement et tout va bien et tout le monde marche au pas, c'est le cas de le dire. Vous, en Israël, vous avez la proportionnelle intégrale. Donc effectivement, soyons clairs, il y a quand même ce côté, vous dites pourquoi la police n'était pas là. Quand il y a des rassemblements, quand les partis religieux jouent effectivement un rôle, c'est-à-dire que la majorité... C'est ce que disait Ali Waked tout à l'heure. D'un côté comme de l'autre, en fonction des religieux... Oui, non, mais je crois qu'il a raison. Là-dessus, si vous voulez, il faut savoir l'équilibre gardé entre, quand même, un pays où la proportionnelle intégrale permet aux petits partis honnêtement, d'avoir le pouvoir parce qu'ils arbitrent, et il y a un problème là, il y a un vrai problème. Comme nous avons en France un scrutin majoritaire à 2 tours qui vient après les présidentielles et qui fait que le parti du président est à l'Assemblée et qu'il n'y a plus pratiquement de séparation des pouvoirs puisque l'Assemblée vote massivement dans le sens du président. Et d'ailleurs, jeudi, on verra une très bonne solution. Jeudi, d'ailleurs, on verra les conséquences dramatiques puisque c'est jeudi ici en Israël que ferment les différentes listes pour les prochaines élections
élections. Abnous, parlons quand même de vous en France, parce que ces images, peut-être qu'elles vous pendonnaient chez vous aussi, à la fois les religieux en France, et puis on l'a vu depuis ce matin, certains patrons de restaurants qui ont dit mais non, nous on ne veut pas fermer, patrons de restaurants ou de magasins d'ailleurs. Oui, mais alors c'est intéressant parce que effectivement, ça nous paraît très impressionnant de voir les ultra-orthodoxes en Israël qui ne respectent pas, qui sont agglutinés, pas de gestes barrières, alors qu'il est en train de se dessiner quelque chose, qui est en train de nous dire qu'au confinement, couvre-feu, ça n'a peut-être pas autant d'intérêt qu'on ne pense, mais par contre, les gestes barrières et le masque, oui. Donc évidemment que ça devient des foyers de contagion. Mais attention, en France, alors évidemment à une moindre mesure, puisque c'est un pays qui est beaucoup plus sécularisé, au moment des commerces non essentiels de la fermeture des lieux de culte, nous avons eu durant tout le mois de décembre des manifestations devant des églises de pratiquants qui refusaient la jauge qui avait été définie en se réclamant de la liberté de culte. Aux Pays-Bas, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a duré sur 4-5 jours, ces affrontements, eh ben, elles ont commencé dans ce qu'on appelle la ceinture de la Bible, et en l'occurrence dans le petit port portuaire de Ourcq, où 90% de la population fréquente effectivement le temple protestant local et qui a depuis le début refusé tout le jeu de confinement, même s'ils ont un confinement très soft, de gestes barrières. Et il a fallu attendre la mort d'un médecin local très respecté pour qu'ils acceptent à peu près de rentrer dans le rang, et pas tout à fait, parce qu'ils continuent de se dire anti-vaccin. Donc moi, ce que je remarque, c'est de toute façon, l'aspect religieux vis-à-vis du Covid est une réalité qui est quasi internationale, qui prend une autre dimension en Israël, du fait de ce dont vous avez discuté, qui est aussi l'aspect électoraliste des élections de mars qui vont se tenir, et que Netanyahou a effectivement besoin de cette frange orthodoxe pour pouvoir continuer à garder le pouvoir. Mais au-delà du côté électoraliste, la réalité est là. Le religieux a très très mal vécu, et partout en Corée du Sud, en France, en Italie, les restrictions qui étaient dues à la Covid, et sachant que la plupart beaucoup de contaminations, de clusters sont nées au moment de réunions religieuses, puisqu'on chante, puisqu'on se tient la main. On a eu le problème en France à Mulhouse. Il a existé en Corée du Sud dans une église qui était une sorte de secte. Non, il n'y a pas eu, mais ça a été important. C'est-à-dire qu'au point on peut sur une carte décider. Voilà autre chose. Pour ce qui est des restaurateurs, eh ben oui, moi je comprends tout à fait leur malheur. Et si en Italie ils ouvrent, et si en Espagne ils n'ont jamais fermé, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens de rester fermés. En France, il y en a un vrai mouvement de révolte. Alors moi je suis pour dire réouvrons, respectant les gestes barrières, mais vous avez tous vu les images du restaurateur niçois qui a ouvert le vendredi, sans respecter les gestes barrières, sans avoir des masques. Ça, c'est un vrai problème. Quand on voit des images comme ça, on n'a plus du tout envie de rouvrir les restos. Alors, voilà. Si vous le voulez bien, les uns et les autres, on va quand même donner la parole aux premiers intéressés et à ceux qui ont vécu ça. Nous allons retrouver en direct depuis Jérusalem Mordechai Bitton. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes rabbin, alors vous savez que nous on est toujours pris dans un étau lorsqu'on diffuse ces images. À la fin on va nous dire « Ah regardez, les Grandes Gueules Moyen-Orient ou i24 News, vous êtes anti-religieux », les autres vont nous dire « Vous diffusez pas assez ça alors que c'est une partie de réalité ». Donc moi je vais essayer de me poser au milieu ce soir. Et on donne, vous le voyez, la parole à tous les partis dans cette affaire. Mais ces images, Mordechai Bitton, elles ont choqué beaucoup d'entre nous et beaucoup de téléspectateurs. Comment se fait-il qu'il est impossible de faire respecter à ces 8000 personnes les règles élémentaires, eh bien de ne pas sortir et d'être dans la rue, même pour un événement aussi grave que ne sont des obsèques, et de rester chez eux parce que ce sont les règles et c'est le confinement? Alors, je voudrais vous féliciter parce que vous jouez votre partition, vous êtes là pour informer, pour réveiller les débats, et c'est tout à fait normal. On est dans un monde médiatique aujourd'hui, dans lequel on débat, et c'est tout à fait logique, et c'est très bien que vous me donniez la parole également. Moi, je crois qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et comprendre deux choses qui sont tout à fait fondamentales. Le ras-le-bol du confinement, il est mondial aujourd'hui. Et la problématique du confinement, aujourd'hui, elle est mondiale. J'ai sous les yeux, par exemple, une pétition qui a été signée par plus de 50 000 médecins aujourd'hui, qui a été initiée donc par des médecins qui invitent à revoir les politiques de confinement. Pourquoi est-ce que les politiques de confinement sont difficiles à tenir sur la distance? C'est ça la chose dont on doit débattre aujourd'hui. C'est que le confinement contraint des familles, par exemple, dans lesquelles vous trouvez 7-8 enfants, dans lesquelles il n'y a pas Internet. On ne va pas nous changer, nous les orthodoxes, notre mode de vie et introduire Internet chez nous systématiquement, alors que on ne le veut pas au niveau éducatif.
Donc, Mordechai on va Bitton, chercher à je suis d'accord avec vous. confiner. Pardonnez-moi, Non, laissez-moi Mordechai parler, Bitton. s'il vous plaît. Je vous ai pas interrompu. Oui, oui. On Oui, sait qu'il y a des laissez-moi familles parler. nombreuses. Donc, On sait que dans les quartiers ultra-orthodoxes, il y a des familles donc, c'est nombreuses. pas- non, mais On c'est sait pas- que le le confinement problème est n'est pas- le compliqué. problème n'est pas Mais les là, on familles parle nombreuses. d'événements particuliers qui ont Voilà. lieu dans la rue. Voilà, mais tout à fait. Et ça s'inscrit dans cette chaîne. À l'heure où je vous parle, il y a des manifestations à Balfour, comme l'a dit Olivier Rafovitch. Il y a des milliers de gens qui se réunissent dans toutes sortes d'endroits. Pourquoi ? Parce que sur le plan humain, ce choix qui a été retenu de pratiquer systématiquement des confinements est problématique. Et là, alors que 2 sommités rabbiniques, qui sont vraiment des piliers du monde des yeshivot, ont disparu, il était impossible de maintenir ces jeunes à la maison. Je vais vous dire pourquoi. Un des 2 rachés yeshivot, qui a décidé, avait supplié ses élèves de ne pas organiser d'enterrement public. Il l'avait dit clairement. Il n'a même pas été écouté. Il faut comprendre ici que sur le plan humain, il y a une réelle difficulté. Elle ne touche pas que les orthodoxes, elle touche, je pense, tout le monde. Il y a une réelle difficulté aujourd'hui à comprendre dans la population que le confinement, c'est la solution. On sait tous aujourd'hui que sur le plan économique, sur le plan psychologique, je suis moi-même thérapeute de couple, j'interviens dans des couples et dans des familles, et pas seulement des familles orthodoxes, toutes sortes de familles dans tous les milieux. On se rend compte aujourd'hui que le confinement est un désastre sur le plan psychologique. Et le confinement systématique est aujourd'hui quelque chose, est devenu aujourd'hui une politique quasiment intenable, et vous le voyez dans cet événement. Moi, c'est ça que je vois. Olivier Rafovitch, je veux vous parler. Mordechai Bitton, bonsoir. Je n'accepte pas cette idée. Laissez-moi terminer. Je n'accepte pas cette idée selon laquelle on ne peut pas faire respecter la loi chez les orthodoxes. Votre serviteur qui est devant vous aujourd'hui s'est fait vacciner. J'attends la 2e injection. Et comme moi, des milliers de gens qui ont écouté le Rav Chaim Kanievski ordonner le vaccin. Donc on ne nous dise pas qu'on n'est pas fidèle à la loi. On est oui fidèle à la loi, on la pratique, on y fait attention comme on peut. Beaucoup de centres d'études ont été fermés. Si vous allez aujourd'hui dans certains centres d'études, ils sont déserts à 90%. Des écoles ont été désertées. Oui, le monde orthodoxe fait attention à la loi et fait attention aux gestes barrières. Et vous nous le dites ce soir à l'antenne. Ce que vous avez vu hier, je pense que ça s'inscrit dans cette logique qui fait que les confinements systématiques aujourd'hui sont extrêmement dangereux sur le plan social et psychologique et particulièrement intenables. Je crois que c'est là qu'il faut situer le débat. Mordechai Bitton, bonsoir. Je voudrais juste vous poser une question. Bonsoir. Oui. La loi israélienne, elle est la loi pour tout le monde. Maintenant, il y a au sein de la communauté orthodoxe différentes branches. Donc c'est pas les orthodoxes, c'est des courants orthodoxes. Des courants orthodoxes importants, écoutent d'abord leur rabbin, ou écoutent seulement leur rabbin, et pas l'État d'Israël. À tel point que Netanyahou, le Premier ministre, a dû demander de manière expresse au petit-fils du Rav Kanievski d'accepter le confinement, comme si il fallait se mettre à genoux pour un problème qui est un problème général. Juste un mot. La majorité, malheureusement, des victimes du Covid-19 en Israël proviennent de la communauté orthodoxe. C'est triste et c'est terrible. On n'a pas du tout envie que des gens meurent, ni orthodoxes, ni pas orthodoxes. Alors comment expliquer ce paradoxe où il y a à la fois des victimes de plus en plus nombreuses, malheureusement, et des femmes enceintes également, qui sont traitées à Sharet Tzedek dans une situation dramatique, et quelque part, une volonté d'aller au-delà du confinement. Ce que vous dites, c'est un ras-le-bol général. Mais des gens meurent. Mordechai Bitton, des gens meurent. Laissez-moi vous répondre. Mordechai Bitton, je vous en prie. Les choses sur le plan de la problématique. Vous situez les choses sur le plan de la problématique par rapport à l'État d'Israël, les relations entre l'État d'Israël et les orthodoxes. C'est pas ça qui est en jeu ici. Ici, ce qui est en jeu, c'est tout à fait autre chose. Il faut savoir que dans tous les sujets qui touchent à la médecine, les gens qui ont le dernier mot, c'est la halakha pour Yom Kippour, c'est la halakha pour Shabbat. Les gens qui ont le dernier mot, ce sont les médecins. Et c'est la raison pour laquelle tous les grands dirigeants spirituels du peuple juif, tous les grands décisionnaires, on ne va pas citer leur nom aujourd'hui, mais le Rav Kanievski en tête, ont d'abord consulté les médecins de tous les bords, ceux qui étaient pour le vaccin, ceux qui étaient contre le vaccin, qui sont venus leur expliquer l'importance et la gravité du Covid. Et en fonction de ce que les médecins ont dit, les rabbins ont réagi. Et dans la communauté orthodoxe, effectivement, si en matière médicale, le médecin a le dernier mot, c'est au rabbin qui revient aussi de dire à un moment donné, voilà, on va écouter la majorité des médecins qui nous disent de faire comme ci ou de faire comme ça. Cette loi, elle date pas d'hier, elle est inscrite dans le Shulchan Aruch, qui a été écrit il y a 500 ans, dans la Gemara, elle a été écrite il y a 1700 ans, et ce ne sont pas des rabbins modernes qui se lèvent contre l'État d'Israël. Il ne faut pas présenter les choses de cette manière-là. Les gens vivent selon des règles qui sont des règles de la halakha, et la halakha nous enjoint, dans les cas de difficulté, d'écouter les médecins. Aujourd'hui, et je reviens encore sur ce point-là, les médecins sont divisés. Vous avez l'État d'Israël donne des ordres, des instructions. Et vous avez des médecins aujourd'hui qui sont contre le confinement. C'est le gouvernement israélien. Non, vous avez des médecins qui sont contre le confinement. Il faut s'en rappeler. Écoutez, il faut se rappeler qu'il y a des médecins qui sont contre le confinement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins ne parlent pas d'une voix sur ces sujets-là. Mordechai, on vous entend, mais on est là pour débattre. Si le gouvernement israélien
donne des instructions au peuple d'Israël. Imaginez-vous que chaque communauté, chaque groupe va demander à son rabbin, à son imam, à son curé, à son voisin de palier, qu'est-ce qu'il pense du confinement. C'est l'anarchie, c'est la fin de l'état Vous d'urgence. savez, écoutez les conseils d'André Berkoff, C'est l'anarchie. écoutez les conseils d'André Berkoff et changez le système de scrutin. Écoutez, À partir du moment où le Ali système de Wakel, les gens de scrutin la donne parole, une force à des monsieur, communautés, Monsieur, c'est tout à fait normal de qu'elle explique simplifier sa les force. choses. C'est comme Dans la ça. journée de Yom HaAtzmaut, les ultra-orthodoxes ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas la sirène, ils ne respectent pas le Certains, drapeau, attention. ils ne respectent pas le droit, la loi du recrutement à l'armée, ça c'est un. Et il a bien diagnosé le problématique. C'est la halakha contre la loi de l'État Mais vous faites d'Israël, un amalgame, et là, c'est par une contre. question qui n'a pas Il y a été différentes résolue branches depuis chez le les début ultra-orthodoxes. de l'État, depuis le début de l'État d'Israël. Est-ce que c'est la halakha ou est-ce que c'est la loi étatique? Et ça c'est le grand problème auquel fait face la très grande majorité des ultra-orthodoxes au niveau quotidien. Et l'incapacité du gouvernement, parce qu'à cause du système électoral et du fait que notre Premier ministre a besoin du soutien des ultra-orthodoxes, il se laisse... Comme monsieur Ohana, le ministre de la police, il fait partie du Likoud. Le Likoud a besoin de ces ultra-orthodoxes. Les instructions sont claires aux policiers. Je laisse Mordechai Bitton me répondre. Pardon, on a dit beaucoup de choses. Mordechai Bitton, je vous laisse vous répondre en vous donnant quand même... On n'est pas dans un débat. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je vous en Laissez-moi prie. parler. On vous a écouté. Je ne vous interromps pas. Laissez-moi parler. Allez-y, je vous en prie. Et ce qui est en jeu ici, on n'est pas ici dans un débat sur les relations entre l'État et la communauté orthodoxe. C'est un débat qui est ancien, qui date d'il y a une centaine d'années. Il ne date pas aujourd'hui. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On a aujourd'hui un problème très simple à résoudre. C'est de ça dont on doit parler aujourd'hui. On doit parler aujourd'hui du fait que le gouvernement fait des choix en matière de vaccins, en matière de politique médicale, en matière de gestion des hôpitaux et de la crise qui sont des choix politiques. Ce n'est pas la communauté orthodoxe qui est responsable. C'est le système électoral qui inflige une crise politique à Israël et qui fait qu'à 4 élections, on aura dépensé près de 2 milliards de shekels au lieu de construire des hôpitaux, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. C'est le système politique qui a été mis en place par les créateurs de l'État. Oui, mais qui fait où est le rapport qu'aujourd'hui, avec la décision de c'est pas les confiner? orthodoxes qui ont fait cette crise. Alors il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Oui, mais les Aujourd'hui, proportions. le monde Mordechai Bitton. israélien, la toute Israël est en crise parce que le monde politique ne gère pas, d'accord. n'a pas su faire sa révolution. Mais regardez les chiffres chez vous. Attendez, Il est temps. C'est pas Mordechai les Bitton, orthodoxes j'ai qui des font chiffres. ça. Attendez, Olivier. Mordechai Bitton, j'ai des chiffres à vous donner très clairs. On les a préparés avec Raphaël Hassine en préparant cette émission. Un membre sur 5 aujourd'hui de la communauté orthodoxe a été testé positif au Covid-19 depuis le début de la pandémie, contre 1 sur 20 pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire que en n'obéissant pas simplement à ces règles, c'est votre santé, c'est votre vie que vous mettez en danger aussi. En tout Mais cas, c'est faux, ceux cette qui ne communauté respectent obéit. pas. Je vous dis moi-même que j'obéis à ces règles et que des milliers de gens, c'est faux. D'abord, il faut rappeler les proportions. C'est que la plupart des examens qui ont été faits ont d'abord été faits sur la population orthodoxe. C'est comme ça qu'on truque les statistiques. Ça, c'est un. Et deux, c'est faux de dire que les orthodoxes n'acceptent pas ces règles. Je vous ai dit simplement que cette lévaya, que cet enterrement ici s'insère dans un point plus général. Mais sinon, en règle générale, partout où vous irez, vous observerez que les gens observent. Et si vous observez malheureusement, qu'il y a des non. problèmes, Malheureusement, c'est pas vrai. le problème existe dans toutes les communautés. Mais non. Il faut arrêter de stigmatiser cette communauté parce que c'est pas nous. Vous savez, c'est un mensonge éhonté que de stigmatiser les citoyens, alors que le problème du ras-le-bol Mordechai, est général. Mordechai, les citoyens israéliens. C'est une réalité sociale. Mordechai, moi, C'est une réalité sociale. Et on ne convoque pas au tribunal de la presse les gens chiloniques qui font n'importe quoi dans leur boîte de nuit. bien sûr que avec si. des Sion, Mordechai. les gens de Balfour. On les amène pas. Mordechai. On ne mettra pas d'accord. Mordechai, non, c'est pas un problème. Mordechai, Arrêtez de stigmatiser les communautés. Mordechai, j'aspire juste à une chose, et je voudrais vraiment vous le dire sur cette ce sera le mot de la fin. onde-là. J'aspire à ce qu'il y ait une cohésion nationale et qu'on cesse de parler de communautés séparées les unes des autres. Personne n'accuse personne. On veut aujourd'hui que le Covid cesse et que la santé revienne. Non, mais c'est important parce que, à force de faire n'importe quoi, on arrive à une crise. Merci Olivier. Des malades et arrêtons de nous accuser de choses qui sont complètement Et fausses. ce qui était passé hier, c'est quand même irresponsable. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. On a pu entendre en tout cas les différents points de vue, y compris le vôtre, Mordechai Bitton. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient. D'ailleurs, on vous a posé la question à vous également aujourd'hui sur Twitter concernant l'attitude aujourd'hui des autorités de la police. Doit-elle sanctionner davantage? Eh bien, vous êtes quasiment 50-50. 49-51. Vous répondez à moitié-moitié. Dans un instant, que se passe-t-il à Beurre FM? La réponse avec l'un des patrons de la radio. À tout de suite.
partie de nos GGMO du lundi. J'espère que vous allez bien. Noémie Aliwa à mes côtés va bien. Également Olivier Rafovitch, également Ali Waked, également à Paris André Berkoff et Abdou Salmani, qu'on n'a pas pu entendre beaucoup en première partie, mais je compte sur vous pour cette seconde partie qui va vous intéresser tout particulièrement à Paris, puisqu'on va parler d'une polémique qui sévit autour d'une radio parisienne, Beurre FM. Que s'est-il passé? Au juste, les GGMO veulent savoir. Et toute la polémique à Beurre FM est partie d'une photo. On y voit deux animateurs de la radio posés à l'ambassade d'Israël, aux côtés de Daniel Saada, qui est l'ambassadeur par intérim. C'est suite à cette photo, Noémie Aliwa, que les ennuis ont commencé. Oui, cette photo et ce tweet qui a été donc publié par l'ambassade et qui a mis le feu aux poudres. Le voici, il est écrit « Un grand merci aux présentateurs d'Actu Autrement sur Beurre FM, Rose Améziane et Malik Yetou, qui rencontraient ce matin Daniel Saada, ambassadeur par intérim d'Israël en France, et Simon Sroussi, porte-parole d'Israël en France, pour un échange agréable, notamment sur le récent accord entre Israël et le Maroc. Cette annonce n'a manifestement pas plu à tout le monde, comme le révèle Martine Gozlan de l'hebdomadaire Marianne. Suite à cette rencontre, eh bien, les deux animateurs de la fréquence Beurre FM auraient reçu des pressions de la part de leur direction. Celle-ci les aurait menacés de ne pas reconduire leur émission l'année prochaine. C'est une décision que regrettent bien sûr les deux animateurs. L'un d'eux s'est exprimé, Malik Yetou, il explique: la directrice aurait, je cite, cédé aux pressions de cette minorité agissante sur les réseaux sociaux qui se revendique antisioniste mais qui en réalité est antisémite. Alors, depuis 48 heures, on a beaucoup entendu sur les antennes la version de Rose Améziane, mais qu'en est-il de la version de la direction? Eh bien, nous sommes en ligne ce soir avec l'un des journalistes de la radio qui est également conseiller auprès de la direction. Bonsoir Adil Farkan. Adil Farkan qui va être avec nous dans quelques instants et qui va nous dire peut-être justement quelle est la version de Beurre FM. En attendant de le retrouver, car on a un petit problème technique, une réaction peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit par Noémie Aliwa. Moi, je sais ce que nous ici à i24 News en langue arabe, ce qu'on reçoit de la part de notre audience au Maroc. La très grande majorité de l'audience marocaine est pour cet accord entre Israël et le Maroc. Et d'ailleurs, nos collègues des chaînes télévisées marocaines nous demandent de ne pas définir l'accord entre le Maroc et Israël comme un accord de normalisation, mais plutôt de renouvellement de relations entre l'État d'Israël et le Maroc. Quand on voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, à plus de 90%, les gens sont pour cet accord entre le Maroc et Israël. Donc cette minorité, elle est vraiment une très petite minorité. Et d'ailleurs, au sein du parti islamiste qui gouverne au Maroc, il y a une division, parce qu'il y a une majorité au sein de cette parti qui se dit pragmatique et veut mettre en place les différents partis de cet accord. Alors écoutons-les, essayons de comprendre ce qui se passe. Adil Farkan, bonsoir. Alors, on a un petit problème de connexion avec lui. Si vous le voulez bien, avant d'entendre le point de vue de la direction, réécoutons justement quel est celui et quelles sont les accusations posées par Rose Améziane. On l'écoute. D'une part, une première fois sur un refus catégorique en disant oui, il nous a contacté mais on lui a pas répondu. Bah écoute, moi je trouve ça intéressant de faire une émission. La directrice, enfin la présidente plus exactement de Beurre FM, Dima Ketan, nous a expliqué à Malik Yetou et moi-même que ça ne faisait pas partie de la ligne éditoriale. Et donc je lui ai dit, mais dans quelle mesure en fait, déjà premièrement, quelle est votre ligne éditoriale, puisqu'une ligne éditoriale, ça s'écrit, ça se communique. Donc là c'est la première chose qui n'a jamais été faite. Et deuxièmement, si votre ligne éditoriale, ce n'est pas de mettre en lumière un accord entre un pays maghrébin et Israël, alors que vous avez fait une interview il y a 2 semaines auparavant du consul de l'Azerbaïdjan en plein conflit avec l'Arménie, moi je me pose la question de votre ligne éditoriale. Voilà, Rose Améziane qui s'exprimait chez nos confrères d'RMC dans les grandes gueules, les entre guillemets, les vraies grandes gueules, celles qui nous ont inspirés. Voilà, les autres, celles d'origine, qui existent depuis 15 ans maintenant. Alors, on a un petit souci de connexion avec Adil Farkan, donc on va le retrouver dans quelques instants, mais j'aimerais entendre l'avis pour l'instant sur ce qui semble être une véritable polémique avec nos grandes gueules à Paris. Abdou Salmani.
Oui, polémique. Vous savez, quand ça m'est venu cette histoire aux oreilles et que j'ai commencé à lire, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec la dauphine de Miss France, qui avait dit que son père était israélien. Et il y a eu dans la minute un déferlement de tweets antisémites sur les réseaux sociaux qui n'ont fait que s'enchaîner avec, après ce qui en est suivi, on a vu des choses absolument dramatiques, comme quand on n'est pas israélien innocemment. C'était un peu sur le même ton. Mais alors, ce qui est ça, votre titre est très bon, c'est que on constate que malgré la normalisation des rapports des États arabes avec Israël, le sujet Israël reste tabou, visiblement, dans la société civile. Et je vais dire, moi, je veux bien que 90%, si Ali Ouaked nous dit 90% des Marocains sont pour, moi, ce que je constate, c'est que le lendemain de la signature de l'accord de normalisation entre Israël et le Maroc, toutes manifestations ont été interdites pour un temps indéterminé. Et que c'est le cas à peu près dans tous les États arabes. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'hallucinant. C'est que les États, les dirigeants ont signé, mais concrètement, est-ce que la rue est convaincue, alors que ça fait 70 ans qu'elle est biberonnée à l'antisémitisme, qu'on explique que la seule chose qui nous tient, la seule chose qui fait que vous ne devez pas vous rebeller contre nous, c'est que nous avons quelque chose de plus grand qui est de sauver les Palestiniens. Et ça, c'est gênant. Ça, c'est vraiment gênant, parce qu'est-ce que la rue va suivre? Et en tout cas, pour ce qui est de Beurre FM, moi, j'aimerais bien entendre le directeur, parce que moi, effectivement, ça m'a fait tilter. J'avais pensé à l'Azerbaïdjan. On va arriver à amener la connexion dans quelques instants. André Berkoff, parce que vous connaissez bien cette radio, vous. Oui, moi, écoutez, je connais cette radio, je connais Adil Farkan. Il m'a souvent interviewé en tant qu'éditorialiste, en tant qu'analyste. Je participe de temps en temps avec Adil Farkan simplement, et je suis interviewé. Il faut faire attention toujours dans ces cas-là aux généralisations. Il n'y a pas Beurre FM, moi je n'écoute pas Beurre FM du matin au soir, mais je constate en tout cas que j'ai pu discuter moi avec Adil Farkan de tous les sujets, y compris des sujets proche-orientaux, y compris du conflit israélo-palestinien, où je donnais mon avis, et mon avis je pense que vous le connaissez, en toute liberté totale. Après, qu'il y ait des gens qui soient pour et contre, je trouve en tout cas tout à fait évidemment, tout à fait idiot qu'il y ait des histoires de ligne éditoriale, mais malheureusement, vous savez, le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. Quelle est aujourd'hui, et c'est posé dans tous les médias, et pas seulement sur le conflit israélo-palestinien, la ligne, la direction, les journalistes. Je crois que la liberté d'expression, elle doit être totale. Il faut qu'elle soit totale, même si elle ne l'est pas toujours, mais nous devons tendre vers ça. Alors, André, ça me paraît extrêmement fondamental de cela. Oui. Alors, écoutez, on a rétabli la connexion avec Adil Farkan. On va lui donner la parole. Bonsoir, Adil Farkan. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous, et je me permets de saluer André Berkoff, que je connais très bien, évidemment, voilà. Alors, il vous entend. Je remercie infiniment. Merci d'être avec nous. Je remercie infiniment parce que il vient d'apporter un témoignage extrêmement il s'est dit beaucoup de choses. Il s'est dit beaucoup de choses. Depuis 48 heures, on entend énormément sur les antennes cette animatrice, mais on n'entend pas le point de vue de la direction de Beurre FM. Donc, racontez-nous, parce que il s'agit d'accusations d'ordre idéologique, accusations d'ordre politique. Je vais vous poser la question, est-ce que la radio Beurre FM a un problème avec Israël et avec les accords d'Abraham? Mais absolument pas. Mais vous dites, franchement, depuis 30 ans d'existence, est-ce qu'il y a déjà eu un souci avec... est-ce que vous avez déjà entendu un ton antisémite, un ton, quel que soit, qui vienne déranger ou bousculer, si vous voulez, sur les ondes de BFM? Absolument pas. Jamais. Bien sûr que jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, je vais vous expliquer, c'est pour ça que je profite de votre antenne pour dire merci à André Berkoff, que je connais de longue date. Il m'a vu, André Berkoff, quand j'étais gamin, parce que je suis un des fondateurs de Radio Droite Cité. Il m'a connu, et puis il est intervenant régulièrement en tant qu'éditorialiste, même d'ailleurs sur notre antenne, et sur tous les sujets sans tabou. Maintenant, pour répondre à votre question, mon cher Benjamin, mais la radio, elle n'a aucun problème. Il s'agit là si vous voulez, de quelque chose qui a été instrumentalisé. Visiblement. La radio, depuis 30 ans, n'a jamais aucun problème avec personne, y compris Israël. Je vous le dis clairement. Sinon, moi-même, en tant que journaliste, ça fait, je vous le dis très aisément et sereinement, ça faisait très longtemps que je l'aurais dénoncé, ou je l'aurais... Je suis ravi de l'entendre. Je suis ravi de l'entendre. Mais expliquez-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé à Adil Farkan? Monsieur, je suis journaliste, moi. Mais ça va contraire à notre déontologie. Ça va contraire, si vous voulez, contraire à ce que nous, journalistes, d'exercer, si vous voulez, telle ou telle chose. Moi, je me suis toujours interdit
et je le dis parce que je suis sur l'antenne de Beurre FM aussi et sur d'autres antennes en télévision, mais sur l'antenne de Beurre FM, puisque vous m'en permettez en tous les cas, vous me tendez la perche, jamais, depuis que je suis à la radio, jamais aucun journaliste, si vous voulez, ne s'est permis d'avoir un ton, ce que j'appellerais entre guillemets, de dérapage. Jamais. Sinon, le CSA aurait saisi. D'accord, mais là sur le sujet, répondez-moi sur le sujet. Est-ce qu'on a oui ou non empêché cette animatrice de faire cette émission Alors, je sais pas sur la paix entre Israël et le Maroc? Alors, je vais vous répondre, vous avez raison. D'abord, la direction, elle a rédigé un communiqué de presse, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. Qui fait plus d'une page, qui fait état, évidemment, factuel sur la manière chronologique dont les choses se sont déroulées. Il n'y a eu aucune sanction à l'égard de ces deux animateurs, Rosa Méziane et Malik Yetou. Je peux vous l'affirmer et vous le confirmer. La fin de l'émission. Je vous le confirme de façon solennelle, il n'y a jamais eu de sanction, ni d'éviction à l'égard de ces deux animateurs. Je vous le dis clairement, et le communiqué de presse qu'on a fait parvenir d'ailleurs à tous les médias fait état évidemment chronologique de du déroulé, ce qui s'est passé. Maintenant, pour être précis, ce que dit le communiqué, c'est qu'en gros, c'était pas son rôle à elle de faire cette émission parce qu'elle était animatrice et pas journaliste. C'est ce que dit le communiqué. C'était pas à elle de faire cette émission. Mais parce que comme dans n'importe quel média, monsieur, il y a une ligne éditoriale, il y a une politique éditoriale, et dans cette politique éditoriale, l'information est gérée par une rédaction et des journalistes. Mais donc vous me confirmez qu'il y aura bien une émission qui sera faite sur cette... Non seulement je vous confirme que deux choses, que tous les sujets sensibles ou pas, que ce soit talk d'information ou en tous les cas sujets qui ont attrait à de l'infotainment ou en tout cas à de l'information news pure et dure sont traités par des journalistes comme dans n'importe quel média, y compris la vôtre. Deuxième chose, moi j'ai parlé au porte-parole de l'ambassade d'Israël, on a eu une conversation qui était très cordiale et ça fait très longtemps d'ailleurs que je suis en connexion avec eux comme journaliste, je fais mon métier donc je suis en connexion avec quasiment toutes les ambassades, ils me connaissent. Bref, on a eu une conversation, on a échangé, j'ai réitéré au porte-parole que l'ambassadeur d'Israël était le bienvenu, d'accord, sur l'antenne de Beurre FM, et de toute façon, je vais vous dire quelque chose, ça faisait déjà depuis quelques semaines que c'était dans les tuyaux. Donc l'invitation est lancée et vous nous le confirmez ce soir sur cette antenne. Deux réactions. Mais bien sûr, mais plus que jamais elle est lancée, plus que jamais elle est lancée et plus que jamais elle est d'actualité. Voilà. Moi je pense que cette situation, ce phénomène-là, est l'expression de choses beaucoup plus profondes en France et en Europe. D'ailleurs, on voit que beaucoup de groupes musulmans, arabo-européens, d'origine algérienne, marocaine, tunisienne en France, par exemple, sont bien plus anti-israéliens que le seraient ou le sont ici les Arabes dans la région et des Palestiniens en particulier. Il y a un problème en France, monsieur, il y a un problème en France. Lorsqu'on a vu les réactions sur les Twitter et sur les réseaux sociaux, on voit, je dirais, une marée d'antisémitisme et d'antisionisme qui découle de ce problème que vous voyez comme un non-problème. Je pense, monsieur, que malheureusement... Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît, monsieur. Mais écoutez, arrêtez avec le mot amalgame, parce que c'est un mot qu'on utilise de manière ridicule. On ne parle pas d'amalgame. On parle aujourd'hui du fait que Israël n'a rien fait aux Arabes algériens. Alors ne parlons pas, s'il vous plaît. Attendez, écoutez-moi. Je vous ai écouté. L'État d'Israël n'a absolument rien fait, jamais, et ne fera jamais rien de mal à la population maghrébine qui vit en France. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun litige. Mais de manière paradoxale, cette même communauté est un petit peu, en particulier dernièrement dans différents groupes antisémites, et fondamentalement, en général, malheureusement, anti-israélienne. Et moi, je voudrais vous demander cette question-là, monsieur, qui est un journaliste chevronné. Comment expliquez-vous qu'une communauté tout entière de millions de personnes, de femmes, qui sont nées en France, qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, qui n'ont jamais eu de problème avec Israël, soient anti-israéliens, plus anti-israéliens que des Palestiniens dans la région ou des Arabes israéliens comme M. Ali Waked. Adil Farkan. Vous avez la réponse dans la question. Pourquoi? Tout simplement parce que, si vous voulez, on a importé un conflit, qui est le conflit israélo-palestine depuis maintenant plus de 40 ans sur notre territoire français, alors qu'on ne l'aurait jamais dû le faire. C'est cette question-là qui est tellement cruciale qu'on n'avait pas à l'importer en France. Qui a importé et qui l'utilise? Qui continue à l'importer et l'utiliser?
Les médias. Peut-être, mais Monsieur, moi, aujourd'hui, ce que je peux c'est là. vous- moi, je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, monsieur, si vous me le permettez. On voit des milliers. Abnous, ça paraît qu'il veut réagir. Je vous redonne la parole après Adil Farkan. Abnous Salmani à Paris. Je veux Oui. simplement. Oui, Vous m'avez juste. posé une question. Juste, non, mais juste, faut que. Non, mais. Allez-y, Abnous. Mais vous avez à peu près répondu, juste je voudrais enchaîner là-dessus. C'est que ce qui s'est passé quand même avec Beurre FM, parce que alors là, on a quand même deux versions qui n'ont absolument rien à voir. Je suis incapable, on n'est pas au tribunal de savoir qui dit vrai, c'est parole contre parole. Mais toute cette histoire est quand même assez étrange, parce qu'on n'arrive pas. C'est vraiment deux narrations complètement différentes. Mais pour moi, Beurre FM, visiblement, s'est couché devant l'hystérie des réseaux sociaux, exactement comme l'hebdomadaire Le Monde, le quotidien l'a fait devant Xavier Gors la semaine dernière. Et je veux dire, c'est ça qui est honteux. C'est quand vous dites ligne éditoriale, eh ben faut la garder, la ligne éditoriale. Faut pas être là toute flippée et se planquer dès qu'il y a trois intégristes qui viennent vous expliquer. Je suis pas d'accord, parce qu'ils représentent quoi? Soit vous considérez que c'est eux qui ont raison, dans ce cas-là, vous leur donnez raison et vous mettez la poussière sous le tapis, soit vous considérez que justement vous êtes un média sérieux, ce que vous êtes, et que vous êtes censé défendre une ligne éditoriale, mais là vous l'avez pas fait, vous avez capitulé par peur devant la horde antisémite qui s'est jetée sur vous. Et ça c'est pas normal. Madame, Adil Farkan. je vais vous répondre, je vous remercie, je vais vous répondre. Juste laissez-moi aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous répondez depuis des années, Beurre FM, depuis maintenant 30 ans, plus de 30 ans qu'elle existe, donne la parole à toutes les cultures. Vous répondez quoi à cela? Qu'est-ce que vous répondez quand on organise des débats interreligieux où il y a des prêtres, des rabbins et des imams? Qu'est-ce que vous répondez à cela depuis plus de 30 ans? Mais là, je ne vous parle pas de votre passé, je vous parle d'aujourd'hui. C'est qu'une radio, une rédaction évolue. C'est que vous êtes passé d'une radio très correcte communautaire à communautariste, comme c'est le cas de d'autres médias. D'abord, c'est pas une radio. D'abord, la radio est une radio thématique, d'accord? C'est la radio de la diversité. C'est son slogan, la radio de la diversité en France, d'accord? J'y tiens absolument, c'est très important. Pourquoi je vous dis cela? C'est aujourd'hui un des rares médias aujourd'hui où je vous invite à écouter tous les samedis, d'accord, matin, Spikouni, une émission qui traite, d'accord, avec un rabbin, un imam, un prêtre, autour du plateau, des questions de société, religieuses, etc., etc. Mais Beurre FM, Beurre FM, Je vous parle de Beurre FM, c'est ton verlan français arabe. Je vous parle. La radio FM de la communauté arabe en France. Attendez, juste un mot. Attendez, une question. C'est la radio de la diversité. Adil Farkan, S'il vous plaît, écoutez, non, mais attendez. Ne mélangeons pas tout. S'il vous plaît, ne mélangeons pas tout. On l'a invité, il faut qu'il puisse parler quand même. Non, mais on peut pas Je vous en prie, Adil Farkan. S'il vous plaît, juste de grâce, ne mélangeons pas tout. Ne dites pas la radio est écoutée que par des Francs. Non, mais Beurre FM. Beurre FM, c'est en verlan le mot arabe. C'était la non, mais c'est pas grave. C'est pas au contraire. Mais c'est une radio qui se veut parler. Attendez, mais Radio Diversité, c'est pas radiodiversité.com. C'est Radio Beurre. Beurre, c'est la communauté arabe en France. On vous a entendu. Beurre FM est né, d'accord. Le nom vient de l'époque de la marche pour l'égalité. À l'époque, souvenez-vous, en 1981, c'est comme ça qu'est né Beurre FM. C'est parce que la marche pour l'égalité, c'est comme ça qu'on a gardé le mot. C'est pour ça qu'on a gardé. Enfin, moi, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque, donc il voulait loin de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque, Beurre FM, la naissance du nom est née comme ça parce que parmi les premières générations, dont Nasser Ketan, qui est le fondateur, eh bien, il a participé à la marche pour l'égalité. Nasser Ketan, qui est le patron de cette radio-là, c'est toujours donné une règle et une ADN. C'est des valeurs qui incarnent notre République. Je vous le dis, il faut vous l'entendre, s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important. Parce que quand on ouvre l'antenne, moi je vais vous dire une chose. Quand on ouvre l'antenne, quand j'ouvre l'antenne, plus récemment. On vous a entendu, pardon, mais on ne va pas revenir 30 ans après en avant en fondation de la radio. Je parle récemment. Non, mais je parle récemment. Ah oui, c'est maintenant. Quand j'ouvre l'antenne, par exemple, sur des questions, sur la question, sur la polémique d'aujourd'hui, j'ai ouvert l'antenne. Les auditeurs ont réagi. Tous, et sans aucune polémique, personne n'est venu avec des propos antisémites. Eh bien, c'est très bien de l'entendre. C'est très bien de l'entendre. André Berkoff, un mot, et on va vous remercier. Il faut applaudir. Il faut applaudir quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de propos antisémites sur une radio. André Berkoff. C'est quoi ce truc? Attendez, il faut applaudir Monsieur Farkan. Attendez, il faudrait peut-être... Merci. S'il vous plaît, il faudrait peut-être un tout petit peu calmer le jeu et ne pas se battre à coups d'étiquette. Là, on est en train de se battre à coups d'étiquette. Si ça s'appelle Beurre FM, donc c'est forcément antisioniste. Mais non, pas du tout, on n'a pas dit ça. Eh ben alors, il s'est expliqué... Pas du tout. Non, pas du tout, André. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Le problème, il n'est pas là. Non mais attendez.
Aujourd'hui, si vous voulez parler de la France, eh ben, je vais vous dire une chose. Il y a des tas d'organes qui entretiennent la haine anti-israélienne beaucoup plus que Beurre FM. Beurre FM, je ne le vois pas. Mais personne n'incrimine Beurre FM. Si, parce que vous parlez de la pas du tout. aujourd'hui. Non, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment c'est possible qu'un média se couche devant En des 2015, réseaux Beurre sociaux FM, comme le Monde la semaine dernière. Beurre FM critiquait Charlie Hebdo. En 2015, Beurre FM, attendez, c'est important de le dire. En 2015, Beurre FM s'est déchaîné contre Charlie Hebdo. Beurre FM s'est déchaîné. En 2015, On n'entend plus personne. En 2015, Beurre FM s'est déchaîné contre Charlie Hebdo, il faut le dire. Vous l'avez dit, Voilà. on vous a entendu. Oui, il faut quand même le dire. Merci beaucoup, Adil. Attendez. Oui, Adil Farkan, En tout je cas, laisse je peux le mot vous de dire la une fin. chose, c'est que nous... Je laisse Non, le mot de la fin. attendez-moi, moi j'entends, moi je veux bien, le mot de la fin, je vous remercie infiniment, et merci à André, en tout cas, c'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et qui est un ami Berkoff, André Berkoff, mais franchement, je veux vous dire, ne nous emballons pas et ne nous emportons pas évidemment dans quelque chose qui pourrait tous nous faire retrouver dans un piège. Vraiment, je vous demande à tous, soyons vigilants, soyons prudents. Moi, en tout cas, en tant que Alors la journaliste, conclusion, c'est une émission sur la pêche chez vous sur Beurre FM. On est sûr. mais c'est tous les jours, je vous le dis, Très c'est bien. tous les jours. Moi, Merci. et je veux répondre à la dame, que ceux qui viennent avec des propos antisémites et ceux qui tiennent des propos gravissimes sur notre antenne, on les jette. On est sans pitié. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je suis sans scrupules. Je leur dis merci, au revoir, je vous invite à l'écouter d'autres stations. Merci Voilà. beaucoup. Et Merci. vive le vivre. Moi, ce que je peux vous Bah, dire j'en pour juste suis le mot de heureuse. la fin, j'en perds les mots. On a compris. Vive le vivre ensemble. Vive le dialogue, Le vivre vive le ensemble. vivre Vive ensemble. Israël. Vive Merci le vivre beaucoup. ensemble. Merci Adil Farkan d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, on a voulu aussi donner la parole à la direction, puisqu'il est conseiller auprès de la direction de Beurre FM après cette affaire, où on comprend qu'il y a en fait deux versions de cette histoire. Tout est parti de cette photo donc C'est de deux animateurs C'est à même étrange qu'à l'ambassade. chaque fois qu'on parle de problématiques comme ça, il y a toujours un double langage provenant de gens qui parlent de diversité, d'amour entre les Bon, peuples. il y a la de vivre version des ensemble. présentateurs, il y a la version de la direction. et je C'est veux- comme ça comme partout. Si vous le voulez bien, pour les quelques minutes qui restent quand même, il y a eu aujourd'hui la signature d'un accord historique. Petit pays, mais pour événement historique, parce que pour la première fois, un pays musulman va installer son ambassade à Jérusalem. C'est le Kosovo. Olivier Rafovitch, ça devrait vous interpeller. Mais pas du tout, parce que je crois qu'il en a. Enfin, je veux dire, c'est normal. On a un pays, c'est Israël. On a une capitale, c'est Jérusalem. Il faut arrêter d'être stupéfait, d'être Bah, ça surpris. se signale, non, ça il se faut arrêter. remarque. Non. Ça reste extrêmement non. minoritaire. Il faut arrêter. Y Non, compris, attendez. surtout dans le monde musulman. À partir du moment où les Israéliens commencent à dire merci aux gens qui installent leur ambassade dans notre capitale, qui est Jérusalem, il faut voir ça Il comme s'agit pas normal. de dire merci, il s'agit Et on de a Ali reconnaître Wakel, que on ouvre c'est quand même une exceptionnel. brèche dans le monde arabe. C'est pas le monde Ou dans le arabe. monde musulman, pardon, pour Et être c'est pas précis. encore le monde musulman parce que le Kosovo fait pas partie de l'organisation C'est un pays des États musulman, arabes. l'arabe. C'est un pays à majorité musulmane, mais c'est vrai, c'est un précédent. Et si jamais Mais le non, gouvernement c'est pas du un précédent. Kosovo va tenir à sa parole d'ouvrir l'ambassade à Jérusalem, ça va être vraiment un fait. Jérusalem est la capitale d'Israël. Il faut arrêter d'en Mais, parler comme tu Olivier, dis, tous les États qui de ont déclaré- stupéfiants, Olivier, de miraculeux. c'est pas que le Si Kosovo. les États du Tous monde les entier États qui ont ne déclaré comprennent pas ouvrir que Jérusalem leurs ambassades est la à capitale Jérusalem. d'Israël, et bien que cet État-là a Olivier, on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que c'est Ali, très peu reconnu au niveau la international. normalité israélienne est un fait. Est-ce qu'il y a une La ambassade qui a été normalité, ouverte à Jérusalem? oui, Laquelle? la normalité d'Israël devient un fait accompli. Arrêtons Bien, on va franchir Voilà. avec Paris, puisqu'à Tel Aviv, plus personne n'écoute la cloche. Arrêtons d'être- Abdou Salmani, vous, en Allez-y. préparant cette émission, vous avez fait comprendre que vous êtes plutôt méfiante vis-à-vis de tous ces pays qui signent la paix. Oui, parce que je pense long terme, et effectivement, je trouve qu'il y a, parce que c'est de toute façon quelque chose de très opportuniste dans la signature qu'ont opposé les États arabes. Moi, je suis évidemment pour normaliser les relations avec Israël, pour la pérennité d'Israël, ça va de soi. Mais je suis en train de me dire, voilà, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, où en est la rue arabe, qui a été biberonnée à l'antisémitisme, oui. attends André, Ouais. à l'antisionisme. Est-ce que ça va tenir après que le Kosovo dise, le Kosovo est dans une situation économique dramatique, a absolument besoin, et puis il a fini par remarquer que les États du Golfe ne s'intéressaient absolument pas à son avenir, à ce qu'il en était, donc très naturellement, il se tourne vers un voisin, il se tourne vers Israël, parce que les États arabes du Golfe n'ont rien fait pour lui, il y a quelque chose d'opportuniste. Et s'il l'installe à Jérusalem, il n'y a pas le choix.
fois. Depuis que Trump a bougé l'ambassade, nous ne reviendrons pas en arrière. Donc en signant, il est normal qu'il ouvre une ambassade là où se trouve. C'est tout à fait normal, l'ambassade américaine qui donne le là. Oui, alors, André Berkoff, dans la minute qui nous reste. D'accord. Je voudrais dire quelque chose. Il faut. D'accord. Je voudrais simplement, franchement, qu'on arrête un tout petit peu, qu'on soit un tout petit peu plus optimiste. La rue arabe, on la connaît, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Le problème, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont fait une ambassade à Tel Aviv. Parce que pour le moment, ils ne veulent pas aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de dire toujours, on s'enferme dans quelque chose, il n'y aura jamais de paix, on n'arrivera jamais, ah non, les peuples ne bougent pas. Mais j'ai pas parlé de ça. Les peuples ne bougent pas. Les peuples sont là. La rue arabe est là. Elle est là depuis 5000 ans. Elle sera là dans 5000 ans. Mais l'histoire, elle bouge. Et l'histoire, elle change. Les peuples changent. C'est un processus. C'est un processus. Moi, j'attends que la France transfère son ambassade à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Ça sera une grande chose. Le Kosovo, c'est bien. La France, c'est formidable. Alléluia, le message est passé. Olivier, il n'y a pas de problème, ça se fera. Amen. Merci André. Ali Wakel. Merci André. Non, Moi, je pense que M. Berkoff a raison. Il y a un processus psychologique et politique qui a démarré auprès des sociétés arabes ces dernières années. C'est pas absolument, ça bouge et ça va pas se passer demain matin comme a dit Nomi, mais il y a quelque chose. On voit ça dans les échos, on voit ça dans les réactions des gens dans la rue. Israël et la paix avec Israël n'est plus un sujet tabou. Et à mon avis, c'est un très bon départ. On ne pouvait pas rêver de ça il y a 3 ou 4 ans. Voilà, donc saluons chacune des étapes. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Une soirée très très agitée, très vivante, mais c'était pour fêter l'anniversaire d'Ali Waked. Il fallait évidemment un feu d'artifice pour ça. Merci à tous, merci André Berkoff, Avnou Salmani, Olivier Arfomis, Ali Waked, Noémie Aliwa. Je vous rappelle également la question Twitter. Vous pouvez continuer à voter en début de cette émission. Non, Olivier, c'est fini. On a parlé aujourd'hui de ce confinement. Est-ce que la police sanctionne suffisamment ou pas? Vous êtes partagé à 49-51 ce soir. Donc faites évoluer le compteur et on donnera le résultat demain soir. À toutes et à tous, très très belle soirée. Merci de votre fidélité. Le débat était trop court pour vous. Pas de problème. Rendez-vous demain soir pour la suite à partir de 20h. Merci.